Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 dans cette REF PFUE. La présidence française de l'Union européenne commence. Nous avons brossé le portrait des enjeux, des ambitions de la France. Nous allons voir maintenant les enjeux pour les entreprises françaises. Avec, et je les accueille tous les quatre, Denis Simoneau, président du groupe de travail pour la PFUE au MEDEF, président de Europanova. Bonsoir, monsieur Simoneau. Bonsoir à Claire Vézan. Vous êtes secrétaire général d'Engie. Bonsoir à monsieur Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH. Merci d'être avec nous. Et bonsoir à Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF. Beaucoup de sujets ont déjà été mis en exergue par Madame Gaudin à l'instant et Thierry Chopin, qui a donc remis ce rapport aujourd'hui au ministre Clément Beaune. Beaucoup de sujets de régulation qui concernent les entreprises. Denis Simoneau, d'une manière générale, pour les entreprises françaises, avec votre groupe de travail aussi, avec Europanova bien sûr, cette présidence française, vous diriez c'est une chance? Ah, on a un problème de son avec Denis Simoneau qui va se régler dans un instant. Est-ce que c'est mieux comme ça? Très bien, on vous entend bien. Oui, bien sûr, c'est une chance, puisque évidemment, d'avoir la présidence, ça ne veut pas dire qu'on va décider de tous les sujets, mais ça veut dire qu'on va pouvoir orienter le débat, ça veut dire qu'on va pouvoir lui donner une certaine orientation en fonction des nécessités, en fonction des priorités que nous voulons atteindre. Et donc, ça n'est pas seulement être, je dirais, un notaire des discussions qui vont se tenir, c'est aussi orienter, encore une fois, les discussions au niveau européen. Donc c'est une chance. Orienter, vous n'êtes pas non plus un marionnettiste, vous n'allez pas être derrière en disant voilà ce qu'il faut faire. Non, 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 bien sûr que non. Ni notaire, ni marionnettiste. Il y a déjà des textes qui sont... On a aujourd'hui 250 textes qui sont sur la table du Parlement et du Conseil. Et vous en aurez 50 de plus qui vont être ajoutés pendant le semestre de la présidence française. Donc énormément de textes. Simplement, la présidence, justement, elle a la possibilité de donner une priorité à certains textes, de accélérer des discussions, au contraire de considérer que certains sujets sont peut-être secondaires pour sa présidence. Et donc, ça permet quand même d'orienter les débats. Et c'est ça, cette chance que nous avons. Et je dirais que nous avons une chance aussi qui tient au fait que la France a une grande expérience des présidences, que nous avons un président de la République qui est très investi, nous avons une administration et une diplomatie qui sont très mobilisés sur cette présidence européenne et intervient, je crois que ça a été dit effectivement notamment par le président Roux de Bézieux, à un moment où nous avons des nouvelles coalitions dans certains États membres, je pense évidemment à l'Allemagne, je pense évidemment aux Pays-Bas, où ces coalitions nous semblent tout à fait en phase avec beaucoup des priorités de la présidence française. Donc ce que nous avons fait au MEDEF, dans ce groupe de travail depuis plusieurs mois, avec André-Luc Molinier, c'est de recueillir le sentiment des entreprises. Alors, évidemment, le MEDEF, c'est plus de 200 000 adhérents, si on compte les organisations professionnelles, les fédérations professionnelles, les entreprises, petites, moyennes ou grandes. Donc, on pouvait partir un peu dans tous les sens en disant tout est prioritaire et tout nous semble devoir être réglé pendant ces 6 mois de présidence française. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de définir 3 grandes orientations. On pourra peut-être y revenir plus tard, mais en tout cas, une première qui est vraiment l'orientation liées aux conditions de la compétitivité de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un monde extrêmement compétitif et qu'il faut que ces 6 mois de présidence française nous permettent de rétablir une compétitivité suffisante des entreprises européennes. Deuxièmement, nous avons défini une nécessité qui tient au fonctionnement lui-même de l'Union européenne, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle soit à la fois rapide, agile et cohérente. On critique très souvent un excès du bureaucratisme, un excès de complexité. Et donc, il est important que cette présidence française soit aussi l'occasion d'assouplir peut-être un peu les règles, d'orienter le fonctionnement de l'Union vers quelque chose de plus simple. Et enfin, la troisième priorité, c'est évidemment d'associer toutes les parties prenantes à ce projet européen, à cette présidence. Une présidence du Conseil de l'Union européenne, elle est réussie quand vous avez une adhésion des citoyens, des entreprises, des ONG, de toutes les parties prenantes. Sinon, vous êtes déconnecté par rapport aux attentes des citoyens et vous ne pouvez pas réussir votre présidence. Donc ce sont les 3 grandes orientations que nous avons arrêtées. Je pourrais revenir évidemment plus dans le détail, mais je voudrais terminer en disant peut-être que la priorité des priorités, comme cela a été dit, c'est évidemment de réussir le plan de relance. On le sait bien, il y a eu cette crise sanitaire exceptionnelle et aujourd'hui,
ce qu'attendent les entreprises françaises, mais pas seulement françaises, toutes les entreprises européennes, c'est qu'on assure cette croissance, qu'on assure la relance, qu'on assure l'emploi, en tenant compte évidemment des conditions aujourd'hui particulières avec une reprise de l'inflation, avec des difficultés d'approvisionnement qui nécessitent effectivement que l'Union européenne prenne à la fois des mesures à court terme, pour limiter l'augmentation des prix de l'énergie, mais aussi sache doser sa politique de concurrence, sa politique d'aide d'État, et qu'elle puisse, comme je le disais, donc appuyer les États membres dans la mise en œuvre de leurs plans de relance nationaux. Merci pour ce premier constat, Denis Simoneau. J'ajoute aussi la souveraineté, puisque Geoffroy Roux de Bézieux en a parlé tout à l'heure, et effectivement, il faut travailler sur ce sujet. Claire Vézan, nous sommes ravis de vous avoir ce soir. Parce que aussi, l'énergie, on le disait tout à l'heure avec Geoffroy Roux de Bézieux, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment. Quelles attentes en particulier vous avez de cette présidence française qui, comme on le dit, dure 6 mois, ça passe comme un éclair. Bonsoir à tous, très heureuse également d'être là. Une présidence française, ça passe comme un éclair, mais c'est parfois un éclair durable et qui produit des effets dans le temps. Pour l'anecdote, j'étais à Bercy il y a 13 ans, en 2008, donc j'ai un souvenir de la présidence française sous crise financière mondiale. 6 mois, c'est parfois très long. Voilà. Alors, pour en revenir à la présidence de cette année, c'est une présidence, et Geoffroy Roux de Bézieux l'a dit, qui se produit dans un contexte dans lequel l'Union européenne s'est fixé des ambitions climatiques extrêmement fortes, Fit for 55, donc 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030, neutralité climatique d'ici 2050. Et en même temps, nous sommes dans un contexte, et ça a été dit plusieurs fois avant moi, de prix de l'énergie extrêmement fort. Et c'est un vrai sujet pour l'ensemble des entreprises et aussi d'ailleurs pour nos concitoyens, pour les ménages. Je crois que ça nous rappelle une chose qui est que l'énergie, c'est un sujet qui est absolument majeur, en particulier pour les entreprises. Alors que doit faire l'Europe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on en attend? L'Europe doit réussir à la fois la décarbonation de l'économie européenne. Je pense qu'on est maintenant tous au clair sur le fait que ces impératifs climatiques sont des impératifs qui s'imposent à nous tous et qui sont la condition de la continuation de la pérennité de notre action d'entreprise, mais également quelque part du bien-être de l'humanité. Donc, ces ambitions de décarbonation sont absolument cruciales. Et en même temps, il faut réussir cette décarbonation de manière compétitive pour les entreprises et de manière qui, également par là même, sera favorable au pouvoir d'achat des ménages. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la France se trouve dans une situation dans laquelle elle a beaucoup de textes sur la table et donc la capacité à mettre sur les rails une ambition climatique qui soit une ambition climatique réelle et en même temps très pragmatique. Je m'explique. On est dans une situation où on va, dans les mois qui viennent, contribuer à définir le système énergétique de demain. C'est un système énergétique qui doit être abordable pour les entreprises, décarboné, et j'ajoute qu'il doit être résilient. Ce qui se passe en France actuellement montre qu'on peut être dans des situations de vraie tension entre l'offre et la demande sur le marché énergétique français, mais aussi européen. Donc, une transition énergétique abordable et résiliente, ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier de se reposer sur un mix énergétique suffisamment varié. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir compter sur les énergies renouvelables. Il y a une directive d'énergie renouvelable qui a la capacité d'accélérer le développement des énergies renouvelables. C'est très important. À côté des énergies renouvelables ou dans les énergies renouvelables, je n'oublie pas évidemment les gaz verts, le biométhane et l'hydrogène décarboné, qui vont jouer un rôle majeur, en particulier pour les entreprises, puisque parmi les activités qui sont très difficiles à faire de manière uniquement électrique, à décarboner sans gaz, il y a en particulier un certain nombre d'industries et la mobilité lourde. Donc nous avons besoin d'ENR, nous avons besoin d'un cadre qui encourage les gaz décarbonés, et puis nous avons besoin d'un système qui encourage à la fois les infrastructures qui seront les infrastructures de demain, des infrastructures électriques et gazières de demain pour les gaz décarbonés, et des systèmes qui sont des systèmes
ce qu'on appelle d'infrastructures décentralisées, de production, dans en particulier les entreprises. Donc, plusieurs volets de ce mix résilient, décarboné, différentes énergies, différentes infrastructures et différents textes qui vont être en discussion. J'ai mentionné la directive ENR, il y a une directive efficacité énergétique, un paquet gaz et un mécanisme d'ajustement aux frontières. Donc, ça fait une assiette bien remplie pour la présidence. Oui, ça fait une assiette, c'est même plus une assiette, c'est un plat. Et ce plat, comment est-ce qu'il va être, j'allais dire, avalé par l'ensemble des pays européens, sachant qu'on est, je pense, tous d'accord que l'hégémonie européenne, c'est encore un autre sujet, surtout en matière d'énergie. Oui, alors l'énergie, c'est un facteur, effectivement, on parlait d'Europe puissance. L'Europe doit trouver les moyens d'une politique énergétique qui renforce sa puissance. Comment ça va être avalé? Vous employez le mot devoir, mais c'est bien, doit, mais alors comment on fait? Comment? C'est une bonne question. Bonne question pour la présidence. On sait qu'on a des positions qui sont pas toujours convergentes entre les États membres et il va falloir trouver un équilibre entre finalement des mix énergétiques qui sont des responsabilités nationales et qui le resteront, et les choix nationaux sont assez différents d'un État à l'autre dans l'Europe, et en même temps, on a besoin d'un système dans son ensemble qui soit résilient. Un mot là-dessus, quand on regarde ce qui va se passer entre maintenant et 2030, on a 65 gigawatts de puissance installée qui vont être retirés du système, rien que dans l'ouest de l'Europe. Donc, on voit bien que si chaque pays raisonne uniquement, j'allais dire, dans son précaré, on risque de se retrouver dans une situation de forte vulnérabilité. Donc, on a besoin de respecter les spécificités nationales, mais en même temps de se donner un cadre qui va permettre de construire un système qui fasse sens et qui permette d'équilibrer offre et demande pour éviter des tensions excessives sur le marché de l'énergie dans les années qui viennent. Merci pour cette explication, Claire Vaison. Marc-Antoine Jamay, à votre niveau, chez LVMH, quels sont les points cruciaux pour vous, pour la présidence française de l'Union européenne? Je pense qu'il y a 4 moyens de les discerner et de les voir. La première, on est un groupe français avec des racines françaises, mais également un groupe qui a évidemment une dimension européenne avec des entreprises italiennes, écossaises, espagnoles, allemandes et des marchés mondiaux. Donc la première chose, c'est de se battre pour une croissance qui soit une croissance ouverte, une croissance autonome, une Europe ouverte, une Europe autonome, une croissance verte et inclusive et mondialisée, dans la mesure où nous avons des consommateurs. Ces clients, ils sont européens. Et donc s'ils perdent ce rapport à l'Europe, si ceux qui nous entourent perdent ce rapport à l'Europe, si, y compris en France, il n'y a pas de fierté citoyenne, on dit souvent, c'est quelque chose qui est assez drôle, le pessimisme ou le scepticisme qui accompagne la présidence française de l'Union européenne vient des mêmes qui disaient on ne comprend pas, c'est la Slovénie qui est présidente, c'est absolument scandaleux, petit pays, on ne comprend pas, on s'indigne, c'est l'Allemagne qui est présidente, hégémonie, vous avez dit le nom. Pour une fois, on a cette chance, tous les 13 ans, cela revient, c'est la 13e fois, et donc, si on arrivait à faire, nous, groupe européen, entendre une fierté citoyenne aux Européens, c'est la première chose. Un rapport à l'Europe qui changerait. La deuxième priorité, c'est que nos dossiers industriels et économiques, on en parle là ce soir, comme s'ils étaient les seuls. Le président de la République les a décrits le 9 décembre dans son discours sur la présidence de l'Union européenne. Il y aura de la souveraineté, il y aura des migrations, il y aura de la défense, il y aura un certain nombre de choses. Donc, première priorité, celle qui nous unit tous, c'est de faire en sorte que les dossiers industriels et économiques ne soient pas considérés comme abscons et complètement incompréhensible. C'est la deuxième priorité. La troisième, c'est qu'il y a également une priorité de politique industrielle et de politique économique à l'Europe. Quand on est un groupe comme le nôtre, je pense que mes collègues pourraient dire la même chose, on est face à une difficulté d'enregistrement, de réglementation, d'administration face à la Chine. Être à côté de l'Europe ou avec l'Europe face à un ensemble Asie qui est particulièrement, en termes de croissance fort, c'est un enjeu. Quand on est face à l'Amérique du Sud, on a peut-être en termes de fiscalité, de fluidité des capitaux et des revenus, un certain nombre de choses à dire. Quand on est face à l'Amérique du Nord, un certain nombre de choses. Donc, la priorité industrielle et économique de l'Europe et du président de la République et de la France en présidence de l'Union européenne, ça va être de faire entendre cette voix, d'agir politiquement. Et enfin, si on veut en arriver, nous, on a 3 grandes priorités. La première, elle est connue du MEDEF. C'est bien évidemment que 20 ans après la directive e-commerce, et alors même que la pandémie a changé radicalement le rapport au commerce électronique de tous les Européens, il est temps de mettre de l'ordre un tout petit peu, de moraliser, de rendre plus transparent cet ensemble. Il y a 2 textes importants, Digital Markets Act et Digital Services Act. Le premier, éviter l'hégémonie américaine sur les données. J'y passerai rapidement, on est tous d'accord.
Le deuxième est fondamental. Le deuxième, il consistera à dire, pour la présidence française de l'Union européenne, le offline et le online ne sont pas deux mondes séparés. La même légalité doit fonctionner dans les deux. Et quand on demande à quelqu'un qui tient un commerce physique de savoir ce qu'il vend et à qui il le vend, on devra le demander également à des acteurs qui ne sont pas tout à fait nouveaux. Les GAFAM sont arrivés, mais en 20 ans, ils ont protégé. Et de ce point de vue-là, nous, on a 3 buts qui sont très clairs. Le premier, on pourrait le résumer sous la phrase « Know your customer », savoir à qui on vend. On peut, en termes de pédopornographie, et c'est heureux, on peut, en termes de propositions infâmes d'un point de vue politique, et c'est heureux, contrôler qui sont les gens qui parlent et qui sont les gens qui vendent. Il est toujours étonnant de voir qu'on ne peut pas le faire avec des contrefacteurs. Et donc, on pense qu'un certain nombre de grandes organisations économiques dans le numérique digital, souvent américaines, ont cette capacité-là et qu'elles ne le font pas. La deuxième chose qui nous paraît importante, vous savez très bien que pour le moment, je crois qu'il y a 10 millions de demandes de retrait qui sont faites par notre seule entreprise aux plateformes numériques, retrait de produits illégaux, de produits contrefaits, de produits parallèles. C'est hallucinant qu'on doive renouveler 10 millions de fois le même geste, souvent à l'encontre des mêmes. Et donc, il serait bien que cette présidence prenne le temps de définir, passe du notice and take down au notice and stay down, et qu'on fasse en sorte que lorsqu'un contrefacteur est repéré, on puisse régulièrement lui interdire de revenir. Et puis, la troisième chose, c'est d'obtenir la neutralisation définitive d'un certain nombre de gens qui commettent ces inégalités sur la toile. C'est la première des priorités. La deuxième, je vais être beaucoup plus vite, c'est bien évidemment la priorité écologique, la priorité environnementale, avec une inquiétude. L'inquiétude, c'est que l'Europe, pour le moment, agite un certain nombre d'outils qui sont fiscaux, d'outils qui sont réglementaires, sans avoir exactement mesuré les impacts secteur par secteur, entreprise par entreprise, activité par activité, de leur activité sur la planète, sur la biodiversité. Et quand je vois par exemple que très assez récemment, on a considéré que des produits de la fast fashion avaient une empreinte moins grande que celle des produits par exemple du groupe que je représente, que je qualifierais produits de qualité et produits durables, je m'interroge un peu sur la qualité du lobbying de cette fast fashion à Bruxelles et je m'inquiète sur la mesure. Et puis la dernière chose, parce qu'il faut terminer sur une note optimiste, il y a une chose qui est formidable et j'espère que la présidence française pourra, dans les 25 ans du programme Erasmus, la pousser en avant, c'est l'ouverture à l'apprentissage du programme Erasmus, qui est quelque chose d'extraordinaire. Rentrer dans un CFA, regarder la connaissance des pays européens, reconnaissez la connaissance des langues, regarder la connaissance des réglementations des différents pays européens, des apprentis, qui sont des gens merveilleux, qui amènent les savoir-faire, l'excellence française partout dans le monde, elle est encore très faible. Erasmus pour l'apprentissage, mais c'est pour la France, pour ses savoir-faire et ses métiers, une porte ouverte vers le monde, une porte ouverte vers la qualification et vers l'excellence qui est absolument exceptionnelle. Voilà 3 priorités, le digital, l'environnemental et l'apprentissage par Erasmus. Merci beaucoup pour cet exposé bien complet, Marc-Antoine Jammet. Je remarque d'ailleurs qu'effectivement, il y a du travail à faire sur la politique à adopter en fonction des grands États qui ne sont pas des États européens, qui ont une économie et qui ont effectivement des subventions de leur côté. Et il est difficile, on en avait parlé avec Madame Gaudin, c'est une des priorités également. Fabrice Le Sachet, sur ce qui vient d'être dit, il y a énormément de choses, à la fois pour LVMH, pour Engie. Ce sont 2 exemples très concrets, chacun dans leur domaine, mais qui sont, j'allais dire, des marqueurs. Je crois qu'il faut que vous ouvriez votre micro, mon cher Fabrice. Voilà, ça sera mieux comme ça. Merci, oui. Je disais donc que effectivement, et tous les panélistes l'ont évoqué, il y a un ensemble de textes tout à fait conséquents qui arrivent. Et le premier défi pour nous, c'est de faire entendre la voix des entreprises. C'est pas évident parce que contrairement à ce qu'on peut penser ici ou là, la Commission européenne actuelle n'est pas particulièrement pro-entreprise. Au Parlement européen, il n'y a pas forcément des députés qui connaissent bien le monde de l'entreprise. Donc, on a un premier défi qui est de porter nos enjeux, alors même qu'il y a une multiplication de textes et qu'il y a, il faut le dire, un défi de technicité. C'est un peu labyrinthique. C'est difficile aussi d'intéresser de temps en temps nos adhérents. Pourtant, les conséquences sont extrêmement concrètes.
Si on prend par exemple des textes au nom un peu barbares comme la taxonomie ou la transposition des règles de Bâle III ou les obligations de reporting, tout ça va avoir des conséquences pour les banques, pour les assureurs et donc des conséquences sur peut-être l'accès au financement, le coût de financement pour les entreprises. Donc c'est des choses extrêmement concrètes et ce qui est en train de se façonner à Bruxelles va être le cadre dans lequel opèrent nos entreprises pour les années à venir. Et là, on a beaucoup, évidemment, de points à porter. Premièrement, les études d'impact ne sont pas forcément tout à fait optimales, si je le dis de façon diplomatique. L'un des intervenants, je crois que c'était le représentant de l'LVMH, indiquait que de temps en temps, on avait des décisions un peu surprenantes. C'est aussi lié au fait que de temps en temps, les études d'impact sont bâclées, voire pas faites du tout. Sur le devoir de vigilance, c'est un exemple extrêmement concret. Ça a été rejeté, l'analyse d'impact, par 2 fois. Donc là, il y a vraiment quelque chose à porter. C'est un lobby interprofessionnel presque. Parce que si on se bat toujours sur des textes qui sont mal conçus, on perd un temps fou. Et donc, il faut réussir à interagir le plus en amont possible et faire en sorte qu'on soit vraiment consulté et pas consulté seulement pour faire des croix dans des cases. Ça n'a aucun intérêt. Consulté et entendu lorsque nos positions sont légitimes. Et je le dis, c'est pas si simple. Donc là, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à porter, à revoir. En tout cas, nous, on fait l'investissement au MEDEF. On renforce nos positions à Bruxelles, on renforce notre équipe, nos compétences. Et donc ça peut être utile pour toutes les entreprises. Et après, pas faire le catalogue de tous les textes, ça a été fait en partie par les intervenants précédents. Il y a, si je dois prendre un exemple concret, ce texte sur le devoir de vigilance, parce qu'il incarne à la fois l'aspect positif des avancées que procure cet espace européen, cette Union européenne, et en même temps les risques potentiels. Le devoir de vigilance, la France a été le premier État membre à se doter d'une réglementation en 2017. On sait aujourd'hui qu'il y a un texte attendu pour fin mars 2022. Nous, on partage beaucoup de la philosophie. D'ailleurs, on partage beaucoup des objectifs et de la philosophie de la plupart des textes européens, mais ce n'est pas les objectifs sur lesquels on a des difficultés, c'est sur l'exécution de temps en temps qui peut être soit un petit peu irréaliste, soit nous faire basculer dans des versants qui sont glissants, dangereux, notamment par rapport à nos compétiteurs. Si on prend ce devoir de vigilance, le diable se cache dans les détails. Nous, on a quand même une inquiétude, si on prend l'aspect gouvernance durable, d'accroître la responsabilité tant civile que pénale des administrateurs, d'accorder peut-être une place de temps en temps excessive. On est évidemment pour le dialogue avec les parties prenantes, mais de le formaliser, de le contraindre. Laissons aussi les entreprises avoir ce dialogue de façon souple. C'est ça qui est intéressant avec les parties prenantes. Il y a peut-être aussi l'absence de prise en compte des obligations qui sont déjà existantes. Et sur le devoir de vigilance stricto sensu, là, il y a aussi à la fois des choses positives, mais aussi des pièges potentiels. Il ne faut pas faire supporter aux entreprises déjà ce qui relève de la responsabilité des États. Il faut aussi avoir une vision d'obligation de moyens plutôt que de résultats. Et puis là, et j'en termine par là, mettre sur la place publique des données sensibles, à un moment donné, à force de faire du reporting, à force de faire de la conformité, on coupe nos entreprises de marché ou de géographie plus ou moins exotiques et on laisse le champ libre à des compétiteurs internationaux qui n'ont pas nos pudeurs ou qui ne s'embarrassent pas des mêmes réglementations. Donc là, il y a quand même un dosage ou un discernement à avoir. Et puis, à force de faire de la transparence, il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre économique ou on est dans une compétition. Et donc, de temps en temps, on a l'impression que ces réglementations, si les services de renseignement chinois ou américains en rêvaient, on leur donne quasiment clé en main des informations sur les modèles financiers, sur les modèles économiques. Donc, la transparence peut aussi un petit peu tuer, si j'ose dire, la compétition. Donc, il faut faire attention aussi d'avoir des règles de compétition loyales. Donc, ces textes européens permettent de s'en assurer dans l'espace européen, dans l'Union européenne, et ça, c'est une chose heureuse. Par contre, il faut toujours regarder l'équilibre avec les grands blocs mondiaux avec lesquels on est en compétition.
Marc-Antoine Jamay, sur ce qui vient d'être dit, notamment sur les études d'impact que vous connaissez évidemment par cœur, quand on a un problème, en tout cas en France, on dit souvent, on invite, voilà, les politiques, ils nous disent qu'il faut faire une réforme structurelle. Est-ce que là, d'une certaine manière, je reprends cette métaphore de la réforme structurelle, est-ce qu'il faudrait faire une réforme structurelle pour que justement, notamment pour tous ces points et sous-points que vous avez énumérés, et je reprends notamment l'exemple de la contrefaçon, pour apporter du fluidifiant et puis pour que ça marche mieux? Je pense que c'est une question de méthode. Et la question de méthode, la présidence française, elle doit faire attention à 4 choses. La première chose, elle a une chance extraordinaire, la présidence française, dans le domaine environnemental. J'ai parlé de la mesure de l'impact et de ce qui me paraît parfois étonnant dans la différenciation entre des produits, je l'ai redit, de la fast fashion et nos produits, ou des produits d'autres entreprises de même nature que la nôtre. J'aurais pu parler de l'affichage environnemental. On a une chance. On a un capital sur lequel capital juridique et législatif sur lequel on peut s'appuyer. 3 ans de travail sur la loi AGEC, 3 ans de travail sur la loi climat et résilience. On pourra donc mettre ça, parler d'un affichage environnemental qui aurait une objectivité scientifique suffisante, une clarté pour le consommateur suffisante, qui ne serait pas aux mains d'applications douteuses. On peut en parler, on en a parlé depuis 3 ans. Première chose. Deuxième chose, réforme structurelle, non, mais capacité à s'entendre avec des alliés. On a devant nous, non pas 6 mois, parce que ça fera une sorte de CDD qui va d'ailleurs être un peu écourté dans la campagne présidentielle. On a 18 mois. Si on arrive à transmettre à la présidence tchèque et à la présidence suédoise ce que le triplet, la triade permet de faire. Et donc, cette notion de temps, c'est plutôt qu'une réforme structurelle, c'est une notion de temps. Et de ce point de vue-là, j'espère que la présidence française aura à la fois cette vision du temps long qu'on a eu avant, les 3 ans de travail, cette vision du temps long qu'on peut avoir après une présidence de 18 mois, mais aussi qu'elle aura une capacité à pas trop hâter les choses pour faire ce qu'on appelle des easy wins, qu'on n'arrive pas à vouloir accumuler les victoires, les textes, les annonces, sans avoir suffisamment travaillé au fond un certain nombre de choses. En d'autres termes, pour reprendre ce qu'avait dit d'ailleurs Thierry Chopin, il va falloir qu'on soit moins réforme structurelle, c'est-à-dire moins Victor Hugo, et qu'on soit plus conciliation, entente et négociation, c'est-à-dire plus Schuman, ce qu'il avait dit. Soyons moins Victor Hugo et plus Schuman. Et il avait employé ce mot extraordinaire que je trouve formidable, pas de diplomatie surplombante, ce qui est un mot gentil pour dire pas de diplomatie arrogante. Donc arrivons avec modestement le bagage législatif qu'on est arrivé dans ces sujets-là, le sujet de la contrefaçon et bien évidemment du contrôle du digital que vous avez évoqué, le problème de l'environnemental, et essayons de travailler avec tous les autres. Et je crois que c'est ainsi que le président de la République a défini sa volonté, c'est-à-dire d'avoir une belle présidence française qui soit exemplaire et dans l'excellence et pas dans l'arrogance. Je ne crois pas que ce sera nous et nous ne ferons pas ça. Denis Simoneau, parfois on se demande si finalement si l'Europe est là pour nous aider ou pour mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Ah, le micro. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute pour constater que l'Europe est là pour nous aider. Je pense que l'acquis principal, c'est le marché intérieur qui a été un grand succès et qui fait qu'aujourd'hui, on constate que l'Europe est une machine à produire des standards et des normes qui sont très utiles pour unifier le marché européen et pour exporter sur d'autres marchés. Donc là-dessus, moi, je ne crois pas qu'il y ait de doute. Comme je le disais, la préoccupation des entreprises qui a été exprimée dans le groupe de travail, c'est de dire qu'il faut qu'il n'y ait pas un excès de bureaucratie, il ne faut pas qu'il y ait un excès de réglementation, et ça fait écho à ce que disait Marc-Antoine Jamay à l'instant. Moi, je dirais que cette présidence, elle a le mérite aussi de mettre sur le devant de la scène justement des sujets qui préoccupent les entreprises. On les a évoqués à l'instant et je suis frappé de voir que dans la campagne présidentielle telle qu'elle commence aujourd'hui, telle qu'elle se décide, finalement les sujets économiques, financiers et commerciaux sont assez secondaires. On parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de santé. Mais on oublie un peu les sujets économiques et commerciaux. La présidence française du Conseil de l'Union européenne a le mérite de mettre sur le devant de la scène ces sujets. Et moi, je dirais qu'il y a quelques sujets sur lesquels on peut être assez confiant. J'ai parlé du plan de relance, des plans de relance nationaux qu'il faut mettre en œuvre. Je pense que sur les questions de numérique qui ont été évoquées également, on peut ajouter au-delà de DSA, DMA, les questions de réflexion sur l'intelligence artificielle, sur le cloud, avec des projets qu'on appelle des projets d'intérêt européen commun, qui permettent des financements assez considérables. Et on l'a vu sur l'énergie, sur les batteries, sur l'hydrogène, mais on peut le voir aussi sur le numérique.
Je pense qu'il y a aussi toute une réflexion, évidemment, qu'on a évoquée rapidement sur ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui ne sera pas évident, mais sur laquelle la présidence française met beaucoup d'énergie pour obtenir un accord. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on aura un certain nombre de sujets qui vont avancer sous présidence française et qui permettront justement de mettre sur le devant de la scène des préoccupations de toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Claire Vaizan, justement, après tout ce qui vient d'être dit, et notamment dans un secteur qui n'est pas le vôtre, qu'est-ce que vous voudriez rajouter sur justement les ambitions des entreprises ? Je pense ce qui a été dit, je crois, par les uns les autres, c'est que l'Europe est une réalité. Et c'est évidemment tout à fait le cas en matière énergétique. Un mot quand même pour se dire que nous sommes aujourd'hui interconnectés. Il ne faut pas se dire que la France est une île. Ça a été très bien dit par le régulateur de l'énergie, Jean-François Carinco. Si nous n'avions pas un marché européen intégré, on éteindrait la lumière 40 jours par an. Et encore, ça c'était une moyenne. Je pense que dans la période actuelle de tension sur le système de production électrique, on voit bien tout l'intérêt qu'on a à être intégré. Donc l'Europe, c'est une réalité. C'est vrai pour l'ensemble de nos entreprises. On a des espaces qui ne sont pas des espaces nationaux, qui sont des espaces plus larges. On a besoin d'une Europe qui soit pragmatique. Moi, je rejoins d'autres intervenants sur la question des études d'impact, de l'évaluation. On a besoin d'une Europe qui soit en prise avec les réalités. Je donne un exemple, la taxonomie dont a parlé Fabrice Le Sachet avant moi. La taxonomie, c'est quoi? C'est une classification entre les investissements verts et les investissements qui ne le sont pas. Et puis, il y a les investissements de transition. Aujourd'hui, la taxonomie dit, et c'est une bonne chose, quand un État remplace une centrale à charbon par une centrale à gaz, elle peut être éligible à la taxonomie à certaines conditions. Alors pourquoi c'est une bonne chose? Parce qu'il faut avoir en tête qu'une centrale à gaz, ça émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'une centrale à charbon. Donc c'est une manière, c'est sur le chemin critique de la transition pour tous les États carbonés. En revanche, les textes actuellement disponibles en consultation fixent des seuils d'incorporation de gaz vert qui sont des seuils complètement déconnectés des réalités industrielles. Un exemple, l'incorporation de gaz renouvelable doit être de 55% à horizon 2030. Alors 55% à horizon 2030, ça ne dit pas forcément grand-chose à ceux qui ne sont pas complètement spécialistes des sujets. Mais par exemple, on peut avoir en tête qu'en France, l'incorporation de biométhane, donc le gaz agricole en particulier, produit dans les territoires, dans le réseau, l'objectif national que s'est fixé la France, c'est 10% en 2030. Donc, on voit bien qu'on est là dans une situation dans laquelle il y a une déconnexion entre les capacités physiques à arriver à des cibles et ce qu'aujourd'hui est sur la table comme texte proposé par la Commission européenne. Donc, ça rejoint ce que disent les uns les autres et ça n'est pas vrai que pour le secteur énergétique. Je crois que c'est très important que dans la manière de légiférer, la Commission prenne bien en compte les réalités économiques qui évidemment varient suivant les secteurs, mais qui peuvent être des réalités physiques très, très tangibles. Miser sur le temps long, je reprends ce que disait Marc-Antoine Jamet, miser aussi sur le fait que cette présidence française appuie sur les entreprises, ce qui, j'imagine, Denis Simenaud, vous vouliez dire que c'était peut-être pas forcément le cas de toutes les présidences de l'Union européenne. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette REF pour la présidence française de l'Union européenne. Merci beaucoup à vous quatre.